Bonjour à tous. Donc, on va corriger cet exercice. Donc, mouvement dans le champ de pesanteur, donc qui est localement uniforme. Donc, au volleyball, donc le service matché est le type de service pratiqué le plus fréquemment par les professionnels. Donc, le serveur doit se placer donc, un peu après la limite du terrain, lancer très haut son ballon, effectuer une petite course d'élan, puis sauter pour frapper la balle. Donc, après la course d'élan, le serveur saute de façon à frapper le ballon en un point B0 situé à une hauteur h au-dessus de la ligne de fond du terrain. Donc, voici la hauteur h. Donc, la hauteur h désigne alors l'altitude initiale du centre de ballon. Donc, le vecteur vitesse initiale V0 du ballon est horizontal. Voici le vecteur V0 horizontal et perpendiculaire à la ligne de fond. Voici la ligne de fond. Donc, la longueur de tout le terrain, c'est grand L égale à 18 mètres. Donc, le mouvement du ballon est étudié dans le référentiel terrestre supposé galiléen, muni d'un repère OX, OY, et l'instant de la frappe est choisi comme origine des temps. Donc, le mouvement a lieu dans le plan OXY. Le but de cet exercice est de vérifier la validité du service et d'étudier la réception du service par un joueur de l'équipe adverse. Pour cela, on étudie le mouvement du centre de ballon sans tenir compte de l'action de l'air, de la rotation du ballon sur lui-même et de ses déformations. Donc, les données sont la masse du ballon, c'est 0,26 kg, son rayon, c'est 10 cm, le champ de pesanteur, donc G, c'est 9,81 mètres par seconde au carré. Donc, le service est effectué depuis le point B0, donc à la vitesse V0 égale 21 mètres par seconde. Le service sera considéré comme valide à condition que le ballon franchisse le filet sans le toucher et qu'il retombe dans le terrain adverse. Montrer que si on néglige l'action de l'air, donc les coordonnées du vecteur accélération du centre de ballon euh, après la frappe sont AX de t égale à 0 et AY de t égale à moins G. Donc pour cela, donc, on va suivre la démarche. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Système égale ballon de masse petit m. On peut écrire ballon tout court. Bilan des forces extérieures. Ça sera uniquement le poids parce qu'on a négligé donc, les autres actions. Poids du ballon. Maintenant, on va appliquer la deuxième loi de Newton donc, au centre d'inertie du ballon. Donc, deuxième loi de Newton. Donc, elle nous dit que la somme des forces extérieures égale M fois A. C'est-à-dire, on va avoir donc, M fois A égale le poids P. Donc, c'est-à-dire M A égale mg. On va simplifier par m de part et d'autre. On aura finalement A égale G. Maintenant, on va projeter donc cette égalité sur le système d'axe. Donc, le système d'axe, il est celui-là. Voilà. Y, X. Et le G, il est uniforme vertical vers le bas, localement. Donc, c'est-à-dire, donc, la projection de G sera 0 sur l'axe des X et moins norme de G sur l'axe des Y. C'est-à-dire, on aura tout simplement A de composante, donc 0 moins G. Donc, c'est-à-dire, ça, c'est AX T, et ça, c'est la composante, donc AY de T. Et comme ça, on a répondu à la question. Donc,
Donc, deuxième question, on nous demande d'établir les équations horaires. Donc, x de t égale v0t et y de t égale moins gt au carré sur 2 plus h. Donc, nous allons partir de l'expression de a, 0 moins g. Donc, l'opération mathématique qui va nous conduire à l'expression de v, ça sera la primitive. Donc, ça va nous donner v de t. Donc, je vais omettre parfois de t. Donc, primitive de 0, c'est une constante que je vais appeler C1. Primitive d'une constante, c'est une fonction premier degré en t. Gt plus une constante C2. Donc, comment on détermine les constantes C1 et C2? On revient à t égale à 0. Or, V0, V de 0, et noté V0. Donc, c'est parallèle à l'axe des X, comme ça. La vitesse initiale, elle est comme ça. C'est-à-dire, sur l'axe des X, elle a donc, la norme de V0, sur l'axe des Y, c'est 0. Donc, elle a pour composante donc, V0 et 0. Ça, c'est C1. Ça, c'est C2. Donc, finalement, donc, on va écrire maintenant l'expression de V proprement. V de T. Donc, ça va être V0 et moins GT. Donc, la primitive de cette expression-là va nous donner l'expression du vecteur position. Donc, la primitive d'une constante, c'est une fonction premier degré plus une autre constante que je vais appeler C3. La primitive d'une fonction premier degré, c'est une fonction second degré à condition de diviser par le terme 2, plus une constante que je vais appeler C4. Or, à t égale à 0, OM de 0, il a pour composante 0 sur l'axe des X et H sur l'axe des Y. Parce que le mobile, il part, donc le ballon part de cette position-là. Cette position-là, elle a pour abscisse 0 et pour ordonnée H. Donc, AT égale à 0. On a OM de 0, de composante 0, H. Ce 0-là, c'est C3. Ce H-là, c'est C4. Donc, finalement, on va avoir l'expression de OM. Donc, ça va être donc, V0T et moins 1 demi G T au carré plus H. Ça, c'est X de T. Et ça, c'est Y de T. Donc, on va déterminer maintenant l'équation de la trajectoire. Donc, on va écrire les deux équations horaires. On a X de T égale V0T, Y de T égale moins 1 demi G T au carré plus H. Donc, celle-là, je vais l'appeler l'équation numéro 1, celle-là numéro 2. Donc, l'équation 1 me donne T égale X sur V0, que je vais appeler l'équation 3. Maintenant, on injecte l'équation 3 dans l'équation 2. Donc, 3 dans 2. Ça va nous donner, au lieu de y de t, ça sera y de x, l'équation de la trajectoire. Égal, on va l'écrire proprement d'un seul coup, moins g sur 2 v0 au carré, x au carré, plus h. Et c'est ce qu'on nous demande d'établir. Voilà. En admettant que le ballon franchisse le filet, vérifiez qu'il touche le sol avant la ligne de fond.
Donc, c'est-à-dire schématiquement, on va avoir ce cas de figure-là. Voici donc. Et donc, cette position-là, elle doit être inférieure à 18 mètres. Parce que toute la longueur du terrain, c'est L égale 18 mètres. Donc, on doit montrer que ce X-là, il est bel et bien inférieur à 18 mètres. Donc, comment on va faire? Donc, on va écrire l'équation de la trajectoire. Y de X égale moins 1 demi G. Donc, attends, je vais l'écrire proprement. De V0 au carré, X au carré, plus H. Or, donc cet abscisse-là, il a une particularité, c'est que son ordonnée est nulle, c'est-à-dire y égale à 0. Donc tout simplement, on va écrire cette équation-là. Donc je vais appeler xs celui-là, sol. Donc pour x égale x sol, on a y égale à 0, tout simplement. Donc ça sera une équation donc, à résoudre, 0 égale à moins g sur 2 p0 au carré x sol au carré plus h. Donc, c'est-à-dire maintenant, le calcul sera donc simple. Donc, tout calcul fait, donc on va obtenir finalement donc x solde, ça va être égal à la racine carrée de 2 v0 au carré fois h sur g. Donc, l'application numérique nous donne donc, égal à 17,74 mètres. C'est bel et bien inférieur à 18 mètres. D'où le ballon touche le sol avant le fond du terrain. Donc, rappelez les expressions des énergies cinétiques EC, potentiel de pesanteur EPP et mécanique EM du ballon. Donc, l'énergie cinétique égale à 1 demi M V au carré. L'énergie potentielle de pesanteur égale M fois G fois Y. Et l'énergie mécanique, tout simplement, c'est la somme des deux énergies EC plus E et P. Voilà. Donc, le graphique de la figure suivante représente l'évolution temporelle de ces trois énergies. Donc, associée à chaque courbe son énergie justifiée. Donc, tout d'abord, on a négligé tous les frottements. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas de dissipation de l'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire, donc, les frottements sont négligés. Donc, c'est-à-dire le système qui est le ballon, donc système non dissipatif. On peut aussi l'appeler ou système conservatif. Donc, quelle est la conséquence de l'énergie mécanique? C'est-à-dire que son énergie mécanique est constante au cours du temps. Or, donc, rapidement, donc, c'est la courbe bleue qui est constante au cours du temps. Donc, c'est-à-dire la courbe droite correspond à l'énergie donc, mécanique. Donc, par conséquent, donc, on va les identifier maintenant. Donc, courbe droite, c'est pour l'énergie mécanique. Maintenant, l'énergie potentielle de pesanteur, elle diminue lorsque l'altitude diminue, elle diminue parce qu'elle augmente avec l'altitude. Donc, par conséquent, ça sera la courbe 1. Donc, courbe 1, énergie potentielle de pesanteur. Et par élimination, donc la courbe 2, ça correspond à l'énergie cinétique. Voilà. Donc, à l'aide de l'étude énergétique précédente, déterminer la valeur de la vitesse du centre du ballon V sol lorsque le ballon touche le sol. Bon, ici, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique.
Donc, théorème d'énergie cinétique. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ce théorème? Donc, la variation entre deux instants de l'énergie cinétique d'un système égale à la somme de tous ses travaux, de toutes les forces, qu'elles soient intérieures ou extérieures, entre ces deux instants. Or, ici, on n'a que le poids qui produit un travail. Donc, c'est-à-dire les deux instants, l'instant initial t égale à 0 avec une vitesse v0, et l'instant final, c'est lorsque le ballon va toucher le sol avec une vitesse v sol, vs. C'est-à-dire, on aura un demi m vs au carré moins un demi m v0 au carré égale wp. Or, wp égale à mgy égale m fois g fois y. Donc, la seule inconnue dans toute cette équation-là, c'est Vs. Donc, rapidement, donc, on aura l'expression littérale de Vs. Ça va être la racine carrée de 2GH. Donc, ici, le Y, il est, donc, c'est H. C'est toute l'altitude du ballon. 2 fois G fois H plus V0 au carré. Donc, tout calcul fait, donc on va trouver donc 22,58 mètres par seconde. 22,58 mètres par seconde. Donc, en réalité, la vitesse sol avec laquelle le ballon atteint le sol est plus faible que celle déterminée à la question précédente. Proposez une explication. Bon, c'est très simple comment avec. Donc, parce que dans notre étude théorique, on a négligé les frottements. C'est tout. Donc, on a ici V sol expérimental inférieur à V sol théorique, car on a négligé les forces de frottement dans l'étude théorique. Donc maintenant, au moment où le joueur frappe le ballon à t égale à 0 secondes, un joueur de l'équipe adverse est placé au niveau de la ligne de fond de son terrain. Il débute sa course vers l'avant pour réceptionner le ballon en réalisant une manchette, comme c'est indiqué dans la photo. Donc, le contact entre le ballon et le joueur se fait au point R à une hauteur de 80 cm au-dessus du sol. Donc, évaluer la vitesse moyenne minimale de déplacement de ce joueur pour qu'il réalise la réception. Ce résultat semble-t-il réaliste. Donc, c'est-à-dire, si on fait un schéma rapide comme ça, voilà. Ici, c'est 0. Donc, la balle, donc, sa trajectoire est une pente de parabole et la réception va se faire en ce point-là. Donc, ce point-là, il a pour ordonnée donc 0,8 mètres. Il faut convertir en mètres. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher? Donc, on va chercher donc l'abscisse qui correspond à ces 0,8 mètres. Donc, je vais l'appeler XR. Donc, ça, c'est le point R. Ça, c'est YR. Puis, une fois on a déterminé donc, cette abscisse-là, donc, on peut déterminer la distance parcourue par le joueur, donc cette distance-là, donc, est égale à toute cette longueur-là, L, 18 mètres, moins XL, moins ça, moins cette distance-là. Donc, après, donc, on peut déterminer le temps, donc T, grâce à la relation X égale V0T. Donc, on va commencer par déterminer XR là. Donc, on reprend donc l'équation de la trajectoire, YX
moins G sur 2 B0 au carré X au carré plus H. Donc, pour Y égale YR, donc pour Y égale YR, on aura X égale XR. C'est-à-dire, on va écrire 0,8 mètres, ça sera égal. Donc, tout ça, ça donne 0,01. Donc, ça sera moins 0,01 XR au carré plus H. Donc, tout calcul fait, donc, nous donne, c'est-à-dire, on va obtenir donc, XR égale donc 16,43 mètres. Donc, pour cela, donc, en remplaçant dans l'équation horaire, on trouve TR égale 0,78 secondes. Maintenant, on va supposer son mouvement, il est donc la distance D. Donc, ça sera donc la distance D, c'est L moins XR. Donc, ça sera égal 18 moins 16,43. Donc, on va trouver presque donc 1,57 mètres. Et maintenant, la vitesse moyenne, c'est la distance sur la durée. Donc, la vitesse moyenne égale D sur TR. Donc, on va trouver, donc ça sera 1,57 divisé par 0,78. À peu près, donc chiffre rond, on va trouver 2 mètres par seconde. Pour voir si cette vitesse est réaliste ou non, on va la convertir en km par heure. En km par heure, ça nous donne 7,24 à peu près en km par heure. Donc, qui est réaliste pour un sportif. Donc, c'est une vitesse réaliste, donc c'est une vitesse en VM, donc réaliste pour un sportif professionnel, bien évidemment. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris donc, cet exercice et merci.